Europe 1, matinale spéciale présidentielle. Je suis un patriote qui aime son pays. Nous avons fait un rêve, ensemble. À suivre sur tous les réseaux sociaux et en vidéo sur europe1.fr. Thomas Soto. Benoît Hamon est en direct avec nous depuis 7h30 ce matin. À 9h, il répondra à vos questions dans la Social Room sur Facebook et en Facebook Live avec le hashtag élection pluriel 2017. Mais tout de suite, il répond aux questions de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour Benoît Hamon. Bonjour à tous. Alors ce matin, la presse célèbre un anniversaire puisqu'il y a 60 ans, les 6 pays fondateurs de l'Union européenne signaient le traité de Rome instaurant un marché commun. Triste anniversaire, nous dit l'opinion, tant la méfiance est grande. Alors dans Libération, Emmanuel Macron se pose en défenseur du supposé couple franco-allemand. L'idée est simple, la France fait les réformes qu'il faut, marché du travail, formation, elle réduit ses déficits et elle redevient crédible pour dialoguer avec l'Allemagne, c'est-à-dire s'harmoniser. Mais il faut lire sur le site Figaro Vox la tribune de Coralie Delhomme pour comprendre la nature du problème. Cette spécialiste des questions européennes pointe une proposition commune à Emmanuel Macron et à vous-même, Benoît Hamon, celle de créer un parlement de la zone euro. Parfaitement inenvisageable, dit-elle, car sa création demanderait un vote à l'unanimité de tous les États membres, non même pas de la zone euro, mais de l'Union européenne. Le problème, c'est que les traités précédents, dit-elle, ont constitutionnalisé les politiques d'austérité pour le plus grand bonheur de l'Allemagne, d'autant que la proposition de parlement de la zone euro implique une répartition en fonction du poids démographique et économique des différents pays, donc une domination allemande. Or, l'Europe, dit-elle, c'est la matrice de nos politiques économiques et commerciales, de notre absence de politique industrielle interdite par le dogme de la libre concurrence. Vouloir réorienter l'Europe ou la changer de l'intérieur, écrit Coralie Delhomme, en utilisant la zone euro comme levier, vouloir ouvrir un débat contradictoire entre les pays membres de la monnaie unique dans l'espoir de mettre le Nord austéritaire en déroute, c'est se condamner d'avance à l'échec. Alors Benoît Hamon, est-ce qu'on peut peser dans un rapport de force quand on exclut d'emblée le rapport de force ? Mais il ne s'agit pas de placer haute la barre des menaces, il s'agit de placer haute la barre des ambitions. Et moi, je conteste d'abord l'analyse juridique de Coralie Delhomme sur la nécessité d'obtenir l'unanimité pour mettre en œuvre ce nouveau traité budgétaire ou ce nouveau traité qui permettrait la démocratisation de la zone euro. Quand nous y avons travaillé avec mes équipes, Thomas Piketty, les juristes, nous sommes appuyés sur la jurisprudence qui existe déjà, notamment pour mettre en place le mécanisme européen de stabilité et qui permet aujourd'hui, dans le cadre de la zone euro, de pouvoir construire une solution autour d'un traité de démocratisation. Vous espérez convaincre vos partenaires alors qu'ils n'en veulent pas, l'Allemagne n'en veut pas et elle est soutenue par d'autres. Aujourd'hui, j'observe que d'abord l'Allemagne est une grande république parlementaire et qu'il sera plus difficile pour elle de refuser le principe d'une démocratisation de la zone euro que le simple fait de venir et de dire nous ne respectons pas les règles du pacte de stabilité. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les Allemands comme nous constatent quoi ? Que depuis 5 ans, les choses ont changé, les Anglais sont sortis, nous avons vu la crise des migrants, nous avons vu monter les nationalismes, ce qui suppose de penser la manière dont on relance le projet européen. Pourquoi est-ce que moi je suis attaché à la démocratisation de la zone euro ? C'est parce que si nous voulons organiser l'harmonisation fiscale, il faudra en passer par des décisions qui soient des décisions légitimes démocratiquement. Il est parfaitement faux de penser que l'Allemagne, dans le cadre d'une assemblée parlementaire de la zone euro, serait, parce qu'on tiendrait compte du poids démographique des uns et des autres, dominante. Elle aurait... L'Allemagne viole les traités en fonction de ses intérêts, notamment sur ses excédents commerciaux. Dans la proposition que j'ai faite et que j'ai transmise à Jean-Claude Juncker, à la Commission, à nos partenaires européens, s'il y avait 105 députés, l'Allemagne aurait 24 députés. Ce qui veut donc dire que de droite comme de gauche... Et donc il faut accepter ça ? Mais pourquoi ? Mais c'est le principe de la représentation selon le poids démographique. Pourquoi l'Allemagne, qui elle aujourd'hui a une place centrale géographiquement et économiquement, refuserait davantage de progrès démocratique là où elle constate, elle aussi, qu'aujourd'hui le projet européen se disloque. Il y a pas il y a des positions vis-à-vis de l'Allemagne qui imaginent d'abord que c'est un bloc hermétique, ça ne l'est pas. Et moi je considère que si nous ne relançons pas le projet européen en donnant davantage de légitimité démocratique aux décisions qui sont prises aujourd'hui de manière technocratique, oui, alors là, le projet européen va s'effondrer. Et c'est le sens de la proposition que j'ai faite, qui a d'ailleurs reçu un accueil, alors honnêtement plutôt frais à la Commission européenne, mais très positif au Parlement européen. Parlons de la Commission, par exemple, sur les perturbateurs endocriniens. Vous voulez les faire interdire. C'est le 4e texte que la Commission européenne produit et qui refuse de définir clairement les substances à interdire. Alors là aussi, quelle marge de manœuvre ? Alors pourquoi d'abord ? Comment on les convainc ? Pourquoi ? En raison du lobbying. Du lobbying qui amène aujourd'hui à ce que des grandes industries,
chimiques notamment, obtiennent qu'on ne se mette pas d'accord sur une définition des perturbateurs endocriniens. Vous allez réussir. Non, sauf que Là les où tout le monde a autorités échoué. françaises sanitaires, elles, ont donné une liste. Elles ont donné une liste précise. Non seulement elles ont donné une définition précise et une liste précise des perturbateurs endocriniens, mais elles s'appuient sur quoi ? Sur une définition de l'Organisation mondiale de la santé qui a plus de 15 ans d'âge. Et ce qui me permet, moi, de dire que, à défaut aujourd'hui que l'Europe avance, la France, elle, avancera sur ces questions. Ces perturbateurs endocriniens, dont on a jugé au début, je me souviens de la campagne, que c'était un sujet périphérique, sont responsables de puberté précoce, d'anomalies dans les grossesses, de maladies chroniques, de cancers, tout simplement parce qu'on tolère encore aujourd'hui dans nos pays que nous consommions, que nous absorbions, que nos enfants absorbent des substances toxiques qui les rendent malades. Eh bien moi, je m'appuierai sur quoi ? Un principe constitutionnel, le Donc là, la principe France de précaution. fera cavalier seul. Mais non seulement elle fera cavalier seul, mais je vais même me faire une précision. Il y a un certain nombre d'agriculteurs qui étaient inquiets à l'idée qu'on puisse interdire un pesticide en France Le et qu'il glyphosate. qu'on puisse continuer à importer par exemple des tomates fabriquées avec ce même pesticide ailleurs. Les traités de l'Union prévoient qu'on puisse fermer les frontières à l'importation de ces produits quand il y a un danger pour la santé publique. Donc nous pouvons parfaitement le faire. Et l'affaire Il y a un Monsanto, principe d'équivalence qui fait au contraire qu'on peut les faire rentrer. que depuis 1999, Monsanto savait que les produits qu'elle commercialisait étaient cancérogènes. Donc nous avons là une affaire qui est une affaire extrêmement grave et des scandales sanitaires à venir qui sont considérables. Sur ce point, en tout cas, partage à la fois votre alerte et en même temps le désir d'agir très très vite. Benoît, moi j'ai une petite question. Comme tous les candidats, vous avez publié votre patrimoine, rendu public votre patrimoine sur Internet. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de tyrannie de la transparence ? Parce que honnêtement, on regarde vos patrimoines les uns les autres et vous êtes tous présumés grugeurs ou truqueurs. On regarde ça et on n'y croit pas. Est-ce que là, on n'est pas dans un dévoiement de quelque chose en fait ? Est-ce qu'on est obligé d'en arriver là aujourd'hui ? Alors c'est très intrusif, effectivement, mais je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire parce que on constate quoi ? Qu'hélas, quand on cherche, on trouve. Et on a trouvé. On a trouvé peut-être pas pour moi, en l'occurrence, parce que mon patrimoine de ce point de vue-là était parfaitement clair. Mais vous avez réglé votre petit découvert là ou pas ? Ouais, non, mais si je vous disais pourquoi, bref. Mais en l'occurrence, non, mais ça n'a vraiment, ça n'a aucune importance. C'est pour vos costumes, non ? Non. Moi, mes costumes, d'abord, on m'en fait pas cadeau, je les achète moi-même. Mais plus sérieusement, oui, ça peut être très intrusif quand on vit cela, mais en même temps, je pense que c'est indispensable. Et moi, je vais vous dire, il y a deux choses que je ferai pour améliorer la transparence. Je pense qu'il faut en finir avec le principe de l'immunité parlementaire si c'est là pour empêcher le travail libre de l'autorité judiciaire. Quand l'immunité est prévue pour permettre aux parlementaires de librement exercer leur mandat, soit, mais quand c'est un moyen d'empêcher l'autorité judiciaire d'aller au bout de ses enquêtes, ça n'est pas possible. Première chose. Et la deuxième, je crois qu'en matière de transparence, il faut pas simplement s'intéresser à la situation financière et fiscale des dirigeants politiques. Je pense qu'il faut que nous adoptions comme principe désormais en France le même principe qui prévaut au niveau européen. Quand par exemple on compose la Commission européenne, les candidats commissaires passent une épreuve en quelque sorte devant les commissions du Parlement européen. Sur le fond, sur leurs compétences, mais aussi on regarde s'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Eh bien moi je souhaite que demain, quand un Premier ministre compose son gouvernement, les ministres aillent devant les commissions compétentes du Sénat et de l'Assemblée nationale, que soient vérifiées leurs compétences, qu'il puisse y avoir un quitus fiscal donné par l'administration fiscale et qu'ainsi, par un vote de confirmation du Parlement, on puisse avoir l'assurance que ces ministres sont des ministres qui n'ont aucun conflit d'intérêts, ont la compétence et par ailleurs une situation financière, en tout cas fiscale, qui justifie aujourd'hui qu'ils puissent exercer des responsabilités et servir à l'intérêt général. Et vous, le candidat très écolo, votre Corsat 2006, ça, il serait pas temps de la vendre ou de la mettre à la réforme ? Et surtout, elle roule pas, donc elle est assez peu polluante parce qu'elle ne roule plus. Mais il va falloir, oui, effectivement, que je pense que je la mette à la carte. Peut-être une électrique. Je vais me diriger vers d'autres mobilités. Oui. Voilà, il y a beaucoup plus inquiétant que la déclaration de transparence. C'est Nicolas Canteloup qui arrive pour s'occuper de vous tout de suite en direct. La revue de presse à suivre sur europe1.fr en vidéo. Europe 1, 8h40.